Ouais, et on va commencer du coup en parlant un peu de la mobilité à La Rochelle, parce que c'est un sujet qui tient à cœur, que la ville de La Rochelle tient à cœur. Et on va notamment commencer par la répartition des modes de l'utilisation des modes de transport dans l'agglomération rochelaise. Et donc on voit sur ces données qui sont de l'enquête déplacement ville moyenne de 2011, que la voiture est un des modes de transport privilégiés à La Rochelle avec 58% de part d'utilisation de ce mode de transport, suivi par les déplacements piétons et ensuite les vélos à hauteur de 8%. Et le déplacement donc à vélo à hauteur de 8% peut paraître faible, mais lorsqu'on le met en parallèle à d'autres villes similaires à La Rochelle de même taille, on est plutôt sur une part de l'ordre de 2%. Donc 8%, c'est quand même un score assez élevé. Et enfin, ensuite, on est sur les transports en commun et les autres moyens de transport, donc moto, trottinette. Donc, on voit vraiment que c'est la voiture et les déplacements à pied qui sont prépondérants, qui sont majoritaires sur l'agglomération rochelaise. Et en parallèle, donc, ce qu'il faut savoir sur la mobilité, sur le transport, que ce soit le transport de personnes ou le transport de marchandises, c'est que en totalité, le transport, la mobilité est responsable de 27% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, c'est pour 9% le transport de marchandises et pour 18% le transport de personnes. Et donc, 27% des émissions de gaz à effet de serre qui est due à la mobilité, c'est un chiffre qui n'est clairement pas négligeable, d'où l'importance de chercher les leviers qui vont permettre de diminuer ces émissions de gaz à effet de serre ou de diminuer la mobilité ou de passer à des mobilités beaucoup plus propres qui permettent de réduire ces émissions de gaz à effet de serre. Et donc, en parlant des alternatives de mobilité, qu'est-ce qu'on retrouve dans le paysage rochelais comme moyen de transport? Alors, il y a évidemment tous les moyens de transport personnels, que ce soit la marche à pied, le vélo, la voiture, le skateboard, la trottinette, etc. On peut vraiment trouver tous ces moyens-là. Il y a également les moyens de transport mis en place, les moyens de transport publics, donc mis en place par la ville, que ce soit Yellow ou ceux mis en place par la région Nouvelle-Aquitaine, notamment avec l'application Modalis qui permet de trouver un itinéraire avec les transports de la région, donc autant ceux de Bordeaux que ceux de La Rochelle. On va retrouver toutes les lignes de transport sur cette application, ou les transports SNCF avec les TER, les TGV, etc. Et en parallèle, il y a un gros travail qui est fait sur les infrastructures, avec plus de 230 km d'aménagement cyclable à La Rochelle aujourd'hui, et 165 km qui sont en cours de mise en place d'ici à 2030. Donc il y a vraiment des gros efforts qui sont faits pour inciter à l'utilisation du vélo, avec en plus 6000 places de stationnement des vélos, rien que sur la ville de La Rochelle, et 10 parkings relais sur le territoire. Donc c'est très intéressant. Il y a énormément de choses qui sont faites pour favoriser le vélo. Et ça, depuis longtemps, du coup, on l'a vu avec le petit sondage juste avant. Euh, La Rochelle a été un terrain de jeu, un terrain d'innovation pour la mobilité. Ça a commencé en 73 avec le secteur piéton en centre-ville de La Rochelle, rapidement suivi donc par la mise en place des vélos jaunes en libre service. Donc je vois qu'il y a des petits débats dans les discussions sur 76 ou 74. Moi, ce que j'ai retrouvé, c'était la date de 76 pour la mise en place des premiers vélos en libre service à La Rochelle. Et c'était très tôt, même si on compare à Rennes qui a suivi, mais qui les a mis en place en 1998. Et si on compare à Paris, là, ça n'a rien à voir. Paris, c'était en 2007 que les Vélib sont arrivés, donc ça n'est même pas comparable. Donc, suite à la mise en place des vélos en libre service, il y a eu les premières voitures électriques en libre service également en 1995, donc ce qui est aussi très tôt par rapport à ce qu'on a pu observer sur d'autres territoires français. Et ensuite, c'est le bateau-bus à propulsion électrosolaire. Donc là aussi, on est sur quelque chose de très innovant pour permettre la mobilité aux citoyens rochelais. L'innovation qui a suivi, donc c'était la mise en place de la carte d'abonnement au transport Yellow tout en un pour prendre autant le bus, le vélo, le bateau, l'autopartage, etc. Et d'autres innovations ont suivi, notamment la mise en place de bus 100% électriques ou de bateaux-bus hydrogène. Et aujourd'hui, on en est à une nouvelle dynamique qui est La Rochelle Territoire Zéro Carbone.
Et donc ce programme d'ambition zéro carbone à La Rochelle a pour objectif de réduire de moitié son empreinte carbone d'ici à 2030 et pour devenir en 2040 le premier territoire urbain littoral français zéro carbone. Et donc zéro carbone ne veut pas dire zéro émission, c'est comment l'objectif est d'arriver à une neutralité carbone, donc à mettre en place suffisamment de systèmes qui absorbent les gaz à effet de serre, au moins excusez-moi, qui absorbent au moins autant de gaz à effet de serre qui sont émis. Et donc ça passe par trois actions principales qui sont de réduire les émissions de gaz à effet de serre au maximum, donc en incitant la population à adopter une mobilité douce, en ayant une promotion des constructions à faible émission et d'autres actions, en intensifiant la captation du carbone par les sols, par les forêts, par les matériaux biosourcés, et en parallèle en compensant les émissions résiduelles. Donc on n'arrivera pas à annuler toutes les émissions de gaz à effet de serre. Du coup, il faut compenser celles qui sont restantes et qui ne peuvent pas être absorbées. Et ça se fait par l'achat de crédits carbone. Et donc ces actions, elles sont mises en place sur différents axes thématiques, que ce soit l'efficacité énergétique du bâtiment, par la mobilité douce, etc. Et également par l'incitation de la population à adopter une mobilité douce. Et c'est dans ce cadre-là qu'intervient le programme Agremob, donc qui vient accompagner les changements de comportement de mobilité des citoyens rochelais. Et donc ce programme Agremob, il s'articule autour de 4 axes. Un premier axe qui est d'accompagner le changement, donc de donner envie à la population de changer de comportement et de les inciter à aller dans cette dynamique et de maintenir la dynamique sur le temps. Il y a un deuxième axe qui est donc d'évaluer, de mesurer et de valoriser les changements de comportement. Ça passe par la création de la coopérative carbone là, très récemment, et également donc par l'expérimentation au sein de data territoriale, qui a pour objectif d'inciter les citoyens à collecter, à recueillir leurs données de mobilité, à les étudier, à les analyser pour trouver le moyen de transport sur lequel ils peuvent avoir un changement pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Il y a un troisième axe qui est ensuite de mettre en place les mesures du changement, donc de créer les conditions de mise en œuvre d'alternatives d'offres de mobilité, donc qui soient privées au public, et la mise en place de nouvelles offres de mobilité publique, donc pour les populations qui vont être en précarité énergétique ou en précarité de mobilité. Et le dernier axe qui consiste à pérenniser et répliquer ce programme sur d'autres territoires, donc le structurer, l'analyser économiquement parlant, s'assurer de sa viabilité pour pouvoir le reproduire sur d'autres territoires qui peuvent accueillir un projet de la sorte. Et donc nous, l'expérimentation Salvata territoriale intervient dans l'axe 2 du programme Agremob. C'est pour ça que vous êtes là, c'est pour cette expérimentation que vous êtes inscrit. Et avant de passer à la suite, il y a un second sondage, toujours sur Mentimeter. Donc si vous avez toujours le lien d'ouvert, on vous invite à taper le code 28 55 28 1 afin de taper les 3 mots-clés que vous avez retenus sur la présentation de la mobilité à La Rochelle. Donc ça peut, on va vous laisser, je ne vais pas vous trouver les mots, j'allais donner des exemples, mais 28, Du 55. coup, en fait, je vais mettre sur, comme ça sur le sondage et vous voyez en fait le code est là, donc 28 55 28 1. Et donc l'idée c'est que vous puissiez partager avec nous ce que vous avez retenu de la présentation de Romain. Alors, du coup je vais remettre ça ici. On voit qu'effectivement des réponses qui commencent à arriver. Donc 1974, Romain. Ah bah, faut revoir les supports, tous les supports La Rochelle. Oui, Là, vous on êtes est. trop fort à La Rochelle. Alors moi, je ne peux pas dire on, parce que je ne suis pas à La Rochelle. J'ai visité La Rochelle une fois et j'ai trouvé que c'était une très très belle ville. Mais effectivement, sur la mobilité, c'est une ville très 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 pionnière et définitivement avant-garde. Vélo. Alors,
viens de voir. Merci Patrice pour la petite correction. Alors, effectivement, donc là, je pense que vous voyez mon écran et donc vous voyez ce qui est Déplacement. partagé. Donc, c'est vraiment pour le coup le mot vélo qui revient le plus, ainsi que déplacement et accompagner le changement. Ça doit être Ouais. changement, beaucoup de changements et de comportements. Donc voilà, je pense que ça caractérise finalement assez bien la mobilité à La Rochelle et aussi finalement l'expérimentation sur laquelle on va travailler, parce qu'il s'agit de vraiment travailler sur les comportements de mobilité et le changement de comportement et d'habitude de déplacement. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Donc, on va pouvoir maintenant continuer la présentation et je pense que ça va être à moi, n'est-ce pas, Romain? Ouais, tout à fait. On va passer Voilà. sur le self-data, donc comment accompagner ces changements. Je te Tout repasse à la fait. parole. Merci beaucoup. Donc voilà, on va parler de self-data, mais juste avant ça, je vais vous présenter la FING, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt. Donc la FING est une association loi 1905. C'est un think tank, quelque chose que l'on pourrait assimiler à un laboratoire de recherche qui a été fondé en 2000 et donc l'activité, c'est d'explorer l'impact du numérique sur la vie des citoyens. Donc, comment est-ce que l'usage du numérique nous impacte dans notre vie quotidienne? On travaille sur différents projets autour de la ville, autour de la santé, autour du travail. Donc voilà, chaque année, on a un nouveau programme et de nouveaux projets sur lesquels on travaille. Et en 2012, on a lancé un projet qui était autour de la confiance et du numérique. Et un des enseignements de ce travail, c'était donc le manque de confiance, ce qu'on appelle la crise de confiance des citoyens, des utilisateurs, des usagers envers les organisations. Et une des causes de cette crise de confiance, c'était la collecte et l'utilisation des données personnelles par les organisations qui étaient perçues comme étant très floues. Donc ce manque de transparence conduisait à un manque de confiance de la part des individus. Et donc, on s'est posé la question à savoir qu'est-ce qui se passerait si demain les entreprises et les organisations même publiques qui détiennent les données personnelles des individus les partageaient avec eux. Donc, il ne s'agit pas de dire que les entreprises et les organisations n'aient plus accès à ces données, mais plutôt qu'elles puissent donner l'accès aux individus au même titre qu'elles ont accès à ces données-là pour que les individus puissent les utiliser de manière à en tirer un bénéfice pour eux aussi. Donc, on est bien d'accord sur le fait que les organisations, si elles collectent les données, ça n'est pas uniquement pour les collecter, donc c'est vraiment pour servir des stratégies commerciales et marketing. Et donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, pour les individus, ça pourrait être la même chose, c'est-à-dire ils peuvent avoir accès aux données et pouvoir les réutiliser de manière qui fait du sens, qui a sens, du sens pour eux. Et donc, on a lancé une expérimentation qui est finalement assez similaire à celle qui va être mise en place à La Rochelle, c'est-à-dire qu'on a constitué un panel de testeurs et à côté de ça, nous avions donc un groupe d'organisations qui ont accepté de partager avec ces testeurs leurs données personnelles. Et on a fait en sorte que les individus puissent les stocker sur un cloud et où ce cloud a aussi des applications de réutilisation pour que vraiment ils puissent explorer ce modèle donc du retour des données personnelles aux individus pour voir finalement comment est-ce qu'ils réagissent, interagissent, se comportent avec leurs données personnelles et tout cet environnement qu'on mettait à leur disposition. Et en fait, c'est vraiment avec cette première expérimentation que le concept de self-data est né. Donc, le self-data, c'est vraiment la production et l'exploitation des données personnelles
par les individus. Et donc, voilà, j'ai mis ce schéma-là. Donc, pour vous simplifier les choses, ce schéma représente l'expérimentation, mais il représente aussi l'idée du self-data qu'on se fait à la FING. Donc, en gros, ce que vous avez ici, c'est que vous avez une plateforme et une plateforme sur laquelle les données personnelles peuvent être restituées par les organisations. Donc, vous voyez là, les organisations vont restituer les données sur cette plateforme-là. Et les individus vont du coup pouvoir accéder à cette plateforme pour voir les données, pour pouvoir les corriger si nécessaire, pour pouvoir rajouter eux-mêmes des données s'ils le souhaitent. Et ce qui est aussi intéressant, et je pense que c'est vraiment le côté innovation du self-data, c'est toute cette partie, ce qu'on appelle les réutilisateurs. C'est des startups, des développeurs, des organisations et toute personne qui en a la capacité de pouvoir développer une application de réutilisation. Parce qu'on va être d'accord sur le fait que si on vous restitue vos données, vous avez accès à un fichier de données, tout ça ne va pas être vraiment très intéressant ou parlant. Ce qui va être très intéressant, c'est que vous puissiez les réutiliser pour en tirer une valeur, un bénéfice pour vous. Et c'est ce qu'on va vous proposer de faire avec, par exemple, TraceMob, qui est une application qui, à partir de vos données de déplacement, va vous permettre d'avoir une information supplémentaire, c'est-à-dire une estimation de votre empreinte carbone pour que tout cela puisse vous amener peut-être à une prise de conscience, à un changement de comportement, mais voilà, mais quelque chose qui a du sens. Et donc, là, je vous ai mis en fait un schéma parce que c'est vrai qu'on nous pose très souvent la question et c'est tout à fait normal de savoir en tant qu'individu si je récupère mes données, mes différentes données de mon fournisseur d'énergie, de mobilité, de téléphonie, enfin bref, de tous les gens chez qui je suis client, consommateur, usager, etc. Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Donc nous, en fait, on a travaillé à la FING à identifier en fait ces réutilisations, ces usages possibles et on a identifié 7 catégories. Donc premièrement, tout simplement pouvoir gérer vos données, c'est-à-dire avoir vos données qui sont organisées, qui sont mises à jour, qui sont correctes, parce qu'on est d'accord, souvent on ne partage pas nécessairement notre véritable date de naissance ou notre adresse ou quoi. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir avoir cet usage-là, de contrôler, de pouvoir savoir tout simplement qui est-ce qui a des données sur vous et avec qui, par exemple, cette organisation les partage, mieux connaître vos habitudes de consommation, de déplacement, d'achat et ainsi de suite, et pouvoir vivre comment dire, plus en correspondance finalement avec vos valeurs. Quelque chose qui peut être finalement un exemple, c'est l'expérimentation sur laquelle on travaille, c'est-à-dire que grâce à vos données de mobilité, vous allez peut-être prendre conscience finalement de votre empreinte et de l'impact que vous avez sur l'environnement et pouvoir le changer si c'est quelque chose vraiment que vous souhaitez faire parce que vous avez un intérêt particulier, que vous avez un engagement envers l'environnement. Vous allez pouvoir aussi, si vous le souhaitez, contribuer à des projets de recherche sur la mobilité, sur la santé aussi, avec vos données qui seront anonymisées, protégées, sécurisées. Peut-être prendre aussi des décisions en étant plus informé. Imaginons vous souhaitez échanger d'opérateurs téléphoniques, donc vous allez pouvoir utiliser vos données personnelles pour déjà savoir quelle est réellement votre consommation et du coup choisir une offre qui correspond le mieux à votre consommation réelle. Ça c'est un exemple, mais ça peut être plein d'autres décisions et vivre une expérience. Donc l'idée c'est que aussi les données personnelles, ça peut être aussi drôle, c'est pas que des choses super sérieuses. Par exemple, dans le concours qu'on avait fait pour l'expérimentation, l'application qui a gagné, c'est une application qui, à partir des données de déplacement des gens, en fait, elle leur permettait de découvrir d'autres endroits dans lesquels ils n'allaient pas très souvent et dans lesquels il y avait des choses intéressantes à découvrir, une exposition, un endroit sympa. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir aussi se dire que les données, elles peuvent nous amener à une sorte de découverte et de vivre de nouvelles expériences.
Et du coup, voilà, en tant qu'individu, effectivement, on a différents usages possibles de ces données personnelles, mais ça ne s'arrête pas que les bénéfices ne s'arrêtent pas uniquement aux individus. Pour les organisations, c'est aussi l'opportunité de créer une nouvelle confiance avec les consommateurs, avec les usagers. C'est aussi de nouveaux marchés. Et de manière générale, pour la société, c'est d'avoir des innovations plus transparentes et peut-être un meilleur partage du pouvoir autour des données personnelles, où on voit aujourd'hui que ça cristallise quand même pas mal de pouvoir pour certains, pour vraiment une poignée d'organisations et d'individus. Et là, l'idée, c'est de dire il est temps de redistribuer le pouvoir autour des données personnelles et le self-data peut aider à ça. Alors, du coup, le self-data territorial. À un moment donné, donc, dans notre réflexion et le travail autour du self-data, on s'est posé la question de quel acteur pourrait être porteur finalement de ces initiatives self-data, c'est-à-dire qui permettent aux individus, citoyens par exemple, d'utiliser leurs données personnelles pour avoir des services en tant qu'individu, en tant que citoyen, et non pour la société en général. Et donc, on s'est dit que les villes pouvaient jouer ce rôle, les villes, les collectivités, les territoires pouvaient jouer ce rôle comment dire, de porteurs de projets innovants de self-data, parce que c'est des détenteurs de données, donc ils peuvent restituer certaines données. Ils ont aussi la capacité de travailler sur des projets innovants. C'est aussi des organisations et des entités qui ont la capacité de dialoguer avec les citoyens et qui peuvent aussi coordonner des stratégies territoriales de la donnée ou par la donnée. Mais en tout cas, vraiment, l'idée, c'était de se dire que les villes et les territoires ont des défis. Par exemple, ici, le défi territoire zéro carbone. Et donc, elles ont aussi des compétences que je viens de décrire. L'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on met le pouvoir du self-data et des données au service de ces défis. Donc, aider les villes à répondre à des défis de mobilité, de santé, d'éducation, bref, plein de choses différentes. Et donc, c'est là où on a commencé à travailler avec La Rochelle autour de la mobilité. Alors, du coup, voilà. Donc ça, c'est vraiment très rapidement pour partager avec vous une information. C'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a plein de villes aussi autour du monde qui travaillent sur ce modèle-là. Donc, nous, en France, on l'appelle self-data. À l'international, on l'appelle my data. C'est exactement la même chose. Mais voilà, il y a plein de villes qui ont implémenté des projets autour de ce modèle-là. Par exemple, à Barcelone, ils ont un projet vraiment très, très intéressant qui était plutôt tourné vers la démocratie participative. À Helsinki, ils sont en train de mettre en place des projets autour de l'éducation et de la mobilité. Donc voilà, c'est vraiment un mouvement qui est en train d'émerger où l'idée, c'est de redonner du pouvoir aux citoyens pour qu'ils puissent participer à des actions de politique publique. Voilà. Et donc en France, très rapidement, en France, il y a La Rochelle, mais on a travaillé aussi, par exemple, avec Nantes sur l'énergie. Et donc, on a l'énergie et la consommation locale. Donc voilà, on a travaillé sur un cas d'usage qui s'appelle la toque verte pour permettre une consommation alimentaire plus locale. Et avec Lyon, on a travaillé sur une redéfinition des services administratifs où en fait, grâce aux données personnelles, il y a un meilleur dialogue entre les citoyens et les agents publics. Et bien sûr, avec La Rochelle, donc sur différents scénarios de mobilité, bien sûr, celui sur lequel on va travailler donc spécifiquement dans l'expérimentation self-data, mais l'idée, c'est aussi de potentiellement explorer d'autres types de mobilité.
Et du coup, je reviens à notre expérimentation, donc l'expérimentation self-data territoriale de La Rochelle. Donc, comme on vous l'a dit, il s'agit de mettre à votre disposition des outils, donc principalement 2 outils dans un premier temps, qui vont être TraceMob et Cozy Cloud. Et dans un deuxième temps, un peu plus tard, d'ici quelques semaines, un autre logiciel qui s'appelle Mon Coach CO2. Donc, TraceMob, pour commencer. C'est ce que nous avons là. Donc, il s'agit d'une application à télécharger sur votre smartphone. Et en fait, cette application va pouvoir suivre vos déplacements et vous donner une estimation de votre empreinte carbone. Romain, je crois que Ouais. Oui, je reprends. tu es censé Donc ça recueille effectivement vos déplacements grâce à la géolocalisation. Ça vous donne, ça analyse ces déplacements et ça donne une première estimation donc effectivement de l'impact carbone, mais également d'autres indicateurs sur votre mobilité. Donc ça vous permet de mieux connaître votre mobilité. Ça va vous donner le nombre de déplacements que vous allez effectuer en voiture, à pied, la durée de ces déplacements, la distance réalisée pendant ces déplacements. Donc il y a différentes choses que l'on peut apprendre sur notre mobilité grâce à l'application. Et il faut savoir également, je le précise, on le voit sur sur la présentation là, que le tracking, c'est une option qu'on peut activer ou désactiver dans l'application. Donc on peut choisir quand est-ce qu'on l'active ou pas. Euh, donc, euh, donc voilà pour ce qui est de TraceMob. Et l'idée, c'est qu'une fois que ces données sont recueillies via l'application mobile, elles soient transférées sur votre Cozy Cloud. Donc le Cozy Cloud qui est la plateforme sur laquelle vous pouvez stocker vos données à caractère personnel, sécurisées. Et donc, elles vont être stockées, elles vont être transférées sur le Cozy Cloud pour les sécuriser et les centraliser à un endroit où vous pourrez également récupérer d'autres données de mobilité au moyen des connecteurs mis en place par Cozy, à savoir les connecteurs SNCF, Blablacar, Trainline. Donc, il y a différentes applications qui permettent de récupérer d'autres données de mobilité sur Cozy Cloud. Euh, et lorsque ces données de mobilité récupérées via l'application mobile TraceMob et les autres données récupérées via les connecteurs Cozy Cloud seront recroisées, elles seront recroisées par le logiciel Coach CO2, donc qui est en cours de développement, et qui lui va analyser donc la totalité de ces données pour calculer l'impact carbone de la mobilité et les économies générées par les changements d'habitude de déplacement. Et donc l'idée, c'est d'observer l'évolution de cet impact carbone de la mobilité pour en déduire les économies générées et ensuite pouvoir les valoriser auprès de la coopérative carbone, qui est donc la première coopérative carbone créée en France, et de les valoriser. Et lorsqu'un changement de comportement est observé et avéré, de pouvoir avoir une incitation à conserver ce changement de comportement, à acheter un vélo électrique ou quelque chose comme ça. Et un point qu'il faut savoir aussi, qui est important de préciser, qu'on trouve important à préciser, c'est que les données qui sont sur votre Cozy Cloud ne sont accessibles que par vous et vous-même. Cozy n'y a pas accès, La Rochelle n'y a pas accès, ce sont vos données à caractère personnel. Cozy Cloud permet de les stocker, de les sécuriser. C'est pas un moyen de, de les avoir à disposition pour les étudier. Voilà pour ce qui est des outils. Et en parallèle à cette expérimentation et à ces outils qui vont vous permettre d'en apprendre plus sur vos habitudes de déplacement, il y a également des recherches autour des changements de comportement, autour de la mobilité, qui sont menées par différents organismes. Donc il y a tout d'abord, je vais commencer par le CNAM avec Jean-Max Noyer qui est parmi nous, qui vont étudier donc les changements de comportement en lien avec la réappropriation des données à caractère personnel. Donc ça va passer par des questionnaires en ligne à remplir au cours de l'expérimentation et également quelques entretiens semi-directifs, donc sur la base du volontariat toujours. Alors je ne sais pas si Jean-Max, vous souhaitez ajouter, enfin est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose sur votre procédé? Alors je vais activer ton micro. On ne t'entend pas, Jean-Max. Tout coupé. Non, non, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Je dis simplement que les entretiens semi-directifs seront légèrement décalés, effectivement, par Mm. rapport au début de l'utilisation des questionnaires et qu'on est chargé des données fournies par le questionnaire et par leurs analyses. Voilà.
Très bien. Merci Jean-Max. En parallèle, il y a également l'école de commerce Excelia qui va mener des recherches sur l'étude des changements de comportement, donc en lien avec un autre axe du programme Agremob, qui est l'axe 1, donc qui est censé générer l'envie de changement, l'envie de changer de comportement. Et il y a des actions de sensibilisation qui sont là pour initier ces envies de changer de comportement. Et l'idée est d'étudier les changements d'usage de l'application TraceMob et des outils et de Cozy Cloud et de Mon Coach CO2 suite à ces actions de sensibilisation mises en place dans le cadre de l'axe 1. Et enfin, il y a également la FIN qui continue ses travaux de recherche donc sur le self-data territorial. Et donc ça fait partie de leur feuille de route. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose à ce sujet, Sarah. Pardon, j'étais en mute. Très rapidement, l'idée, c'est vraiment de travailler avec les différentes villes. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons Nantes, il y a aussi Lyon, Rennes. Il y a vraiment aussi beaucoup de villes aujourd'hui et même en Europe qui travaillent sur ce sujet-là. L'idée, c'est d'explorer donc les pistes d'innovation pour que les villes puissent travailler ensemble, mutualiser les efforts et implémenter de plus en plus des cas d'usage ou des expérimentations autour du self-data. Voilà. Merci. Et du coup, avant de continuer, il y a un dernier sondage sur Mentimeter pour observer ce qui a été retenu sur le self-data et l'expérimentation self-data territoriale de La Rochelle. Donc, une fois sur Mentimeter, il vous faut taper le code 20 82 91 4. Je voudrais une tasse de café, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui utilise Siri. Donc, pour rappel, donc ici, vous avez le code 20 82 91 4. Voilà. All over the world. Innovation, croisement de données personnelles. TraceMob, expérience. Partage, le mot partage revient apparemment. Je pense que pour le coup, partage, c'est ce qui caractérise le plus le self-data parce qu'il s'agit d'un partage de données, mais un partage de pouvoir aussi. On parle souvent de changement de paradigme quand il s'agit de self-data, dans le sens où aujourd'hui, le courant dominant, c'est les données de l'individu vers les organisations et on essaie un petit peu d'inverser les choses. Voilà, on travaille dessus depuis un moment déjà. Alors, qu'est-ce que nous avons? TraceMob, effectivement, croisement de données. Problème géolocalisation. À quoi ça peut être lié, les problèmes de géolocalisation? Ça va être compliqué, on a aussi. L'accompagnement va faire que ça va être simple. Oui. Là, pour le coup, c'est vraiment quelque chose sur laquelle peut-être on peut aussi prendre deux minutes pour expliquer le fait que c'est une expérimentation nouvelle avec pas mal d'informations et des usages nouveaux. Et donc, ça peut
être ou en tout cas avoir cette, comment dire, paraître compliqué. Donc, nous, on est là pour ça. Donc, toutes les personnes qui vont être en accompagnement, leur première tâche, c'est de faire en sorte que ce soit le plus clair possible pour que ce soit le plus prenable possible par vous, testeurs, et dans, je l'espère, dans quelques temps par les citoyens rochelais. Donc voilà, merci beaucoup pour ce partage. Donc on voit que effectivement le mot partage, c'est ce qui revient le plus. Données personnelles, je vois pro Android. On a des pro Android et j'imagine qu'on a des pro iOS quelque part. Mais voilà, donc merci beaucoup et on va pouvoir continuer donc, le partage d'écran et de présentation. Alors, effectivement, donc là, quelque chose sur laquelle on voulait revenir et qui, pour nous, est vraiment un message important, c'est l'importance de la communauté des bêta-testeurs, donc vous, qui allez pouvoir nous faire des retours, des remontées pour que tout ça, tout ce qu'on est en train de mettre en place puisse être amélioré et dans un second temps, déployable et partageable avec le plus grand nombre. Donc, on a mis un petit cocktail des testeurs parfaits, c'est-à-dire qu'on va vous demander de la patience parce que forcément, ce sont des outils qui sont en développement. C'est une expérimentation aussi qui a but de durer un petit peu dans le temps. Donc, voilà, il va falloir être patient avec nous et on fera en sorte que l'expérience soit la plus agréable possible. On espère que vous allez faire preuve de curiosité et aussi de motivation avec tous ces outils qui vont être mis à votre disposition. Donc, peut-être plus concrètement, pour vous dire en tant que bêta-testeur, quelle va être votre mission. Donc, participer à des réunions de formation et d'information comme celle-ci. Il va y en avoir quelques-unes. Celle-là, c'est vraiment la première. C'est pour vous souhaiter la bienvenue, pour partager des informations, on va dire, essentielles avec vous. Mais il y en aura d'autres, par exemple, pour vous permettre de prendre en main les outils. Je pense que c'est quelque chose de très important. Donc voilà, on vous invitera à participer à ces réunions. Bien sûr, à tester les applications Tracmob, Cozy Cloud, Coach CO2 et de nous faire des remontées. Donc par exemple, s'il y a quoi que ce soit, s'il y a des bugs, donc là, votre patience va intervenir, je l'espère. Mais aussi, du coup, c'est vraiment primordial et c'est précieux pour nous que vous puissiez nous faire des remontées pour que tout ça soit corrigé s'il y a besoin. Aussi participer aux différents questionnaires des chercheurs et aux entretiens parce que une des choses pour laquelle cette expérimentation est faite, c'est de voir si tout ça a un impact sur vos habitudes et votre comportement. Et c'est pour cela que les chercheurs sont là et qui vont nous accompagner. Donc, tout ça va être très, très précieux. Donc, voilà, on compte vraiment sur vous. En tout cas, on fera en sorte que les choses soient claires, fluides et se passent de la meilleure façon possible. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Ça, je crois que c'est toi qui prends la parole, Romain. Oui, ça marche, merci. Pour finir, juste quelques informations clés qu'on a précisées et qu'on répète et les prochaines étapes. On tient à le repréciser, les données à caractère personnel que vous allez observer, que vous allez pouvoir récupérer, recueillir sur votre application Tracmob, sur Cozy Cloud, sur Coach CO2, elles ne sont visibles que par vous, ce sont vos données de mobilité et il n'y a aucun accès qui est fait pour l'agglomération ou pour ses sous-traitants. Les réponses qui vont être fournies aux questionnaires de recherche seront anonymes. Et sauf pour les entretiens semi-directifs, là, il y aura une mise en contact qui sera opérée, mais tout ce qui est questionnaire sera anonyme. Et un dernier point important, on sait qu'on vous a déjà fait remplir un premier questionnaire. Là, il y a un deuxième questionnaire pour confirmer votre inscription qui va vous être envoyé donc avec le récapitulatif de cette réunion. Il faudra également compléter ce questionnaire pour donner votre accord de participation.
Donc ça, vous devriez le recevoir dans les prochains jours avec le mail récapitulatif. Et donc ça nous amène aux prochaines étapes. Donc aujourd'hui, on en est à cette première réunion de bienvenue et on vous remercie d'avoir été présent et de nous avoir déjà fait confiance pour ce premier point. Dans quelques jours, vous allez recevoir un mail récapitulatif de cette session avec un replay de la séance, le formulaire d'accord de participation à remplir, le lien d'activation de votre Cozy Cloud fourni par l'agglomération de La Rochelle, donc dédié pour l'expérimentation, et le rendez-vous pour la prochaine session qui aura lieu courant mars sur la deuxième quinzaine de mars, et qui sera orienté outils, parce que d'ici là, du coup, vous aurez reçu le lien d'activation, et courant mars, vous allez également recevoir une information dans une newsletter vous indiquant que l'application TraceMob est disponible sur les stores. Ça sera fait courant mars. Et donc, sur la prochaine session, pardon, qui aura lieu fin mars, vous aurez déjà eu l'occasion de prendre en main Cozy Cloud, de prendre en main TraceMob, tout ça en autonomie. Et on pourra arriver sur une réunion ou une permanence, une session d'information, de formation aux outils fin mars pour vous accompagner, vous répondre à vos questions sur ces outils-là. Et lors de cette session, on sera avec Sylvain Lapoix, donc, qui nous a rejoint là en cours de réunion, de DataActivist, qui sera là pour animer et qui reprend le flambeau pour l'animation de la communauté de bêta-testeurs. Donc vous aurez l'occasion d'échanger avec lui plus en profondeur plus tard. Je ne sais pas si tu veux dire deux mots, Sylvain. Non, très rapidement, merci pour la présentation, Romain. Donc, je reprends effectivement le volet animation, mais vous serez toujours en contact avec Sarah sur notamment les questions de recherche et de production de retour d'expérience et de production scientifique autour du projet. Moi, je m'occuperai beaucoup plus de tout ce qui est effectivement animation. Je serai également à votre disposition si vous avez des difficultés à utiliser les apps. On découvrira tout ça ensemble, et donc je m'efforcerai également, comme le suggéraient Sarah et Romain, de vous donner des pistes de réflexion et qu'on essaye de faire de tout ça une expérience de questionnement collectif et individuel, à la fois sur les questions de mobilité, les questions de données et les questions de changement de comportement. Donc j'ai très hâte, et je serai donc là à l'occasion de ce rendez-vous à la deuxième moitié de mars. On commencera à parler des outils avec Romain et vous. Merci Sylvain. Et merci à tous. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en live. Oui, j'en ai. Je vous écoute. Donc Patrice Joubert. J'ai effectivement des questions. Je voulais savoir donc sur le nombre de personnes qui ont répondu positivement au fait de devenir bêta-testeur. Combien de réponses avez-vous eu, ou combien de participants avez-vous donc aujourd'hui? On est les 16, c'est ça? Alors là, on a eu 16 personnes cet après-midi, 19 personnes ce matin. D'accord, ok. Sur un total de combien? On avait reçu 102 réponses positives, 102 inscriptions. Je dirais impression. Enfin, je peux être parfois un peu rapide. Impression sur cette session-là, beaucoup trop longue. Il faut être beaucoup plus synthétique et beaucoup plus précis, je dirais, parce que je suis pas sûr que parmi mes collègues de l'université, il y ait beaucoup de monde qui soit prêt à passer plusieurs séquences de 1 heure pour participer à l'expérimentation. Donc je crains qu'il y ait une perte en ligne extrêmement importante si effectivement c'est pas plus efficace. Hein. Excusez-moi de ce mot pour ça. Après, j'avais une autre, donc ça c'était d'une manière générale. Après, évidemment, j'espère qu'on sera le plus nombreux possible et le plus longtemps possible à utiliser l'application. Après, c'est moi qui ai mis problème géolocalisation, parce qu'effectivement, j'aime pas du tout mettre ça en actif sur mon smartphone. D'une part parce que ça use les piles, et puis d'autre part, j'aime pas trop être suivi. J'imagine que quand on va activer la géolocalisation, bien sûr, on sera sur l'application TraceMob, et là, j'ai bien compris que je pouvais avoir toute confiance dans la récupération, enfin dans l'utilisation des données, dans le fait qu'elles seront accessibles pour moi. Mais j'imagine que ça donnera lieu aussi à plein de traçages de la part d'autres opérateurs ou d'autres applicatifs que je maîtrise beaucoup moins et dont j'ai pas forcément envie qu'ils utilisent mes données.
Quel est votre... Alors en effet, de toute manière, il faut que on peut désactiver le tracking dans l'application Tracemob. Après, lorsqu'on Après, l'active c'est dans compliqué. l'application, il faut que ça soit activé il faut que ça soit activé dans les paramètres du téléphone. Et dans ce cas-là, il faut pouvoir désactiver l'accès des autres applications aux données de géolocalisation. C'est sûr qu'après, nous, on maîtrise pas l'accès d'autres applications aux données de géolocalisation du téléphone, de l'OS. Donc, c'est sûr que enfin, je peux comprendre qu'il y a une réticence à activer ce paramètre sur lequel nous, on n'a pas d'influence qui plus est, quoi. Ouais, c'est quand même Patrice, si je peux permettre de compléter un peu la réponse. Enfin, c'est une effectivement malgré tout quand même un peu des conditions du projet. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut pouvoir tracer des localisations pour aussi vérifier, obtenir des calculs carbone et puis demander des économies, des compensations. Il y a effectivement potentiellement un effet de bord qui est effectivement de permettre à d'autres applications d'accéder à cette localisation. Mais c'est aussi tout l'enjeu de cette démarche-là, d'être sur une éducation aussi sur les données et probablement effectivement d'accompagner aussi les utilisateurs pour les aider peut-être à paramétrer de manière peut-être plus précise, telle application, je veux bien qu'elle me suive, mais pas telle autre. Et donc, il y a peut-être effectivement un travail à faire individuel pour ceux effectivement que ça intéresse. Et là-dessus, effectivement, on peut accompagner. Par contre, c'est vraiment une démarche individuelle, très personnalisée pour le coup. Là aussi, tu évoquais un petit peu tout à l'heure le fait que là, on est sur une réunion qui peut paraître un petit peu longue, qui n'était pas obligatoire de toutes les façons. Mais en fonction des participants et des gens, il y en a qui ont besoin d'une présence un peu physique. Alors même si là, on est en virtuel et un peu à distance, il y a des gens qui ont besoin d'un peu plus de présentiel pour être accompagnés, pour découvrir qui fait quoi et qui est qui. C'était l'occasion de se rencontrer pour ça. Mais c'est pas non plus obligatoire, comme le prochain temps qui aura lieu fin mars. Si les gens sont à l'aise avec les outils, s'ils n'attendent pas forcément d'accompagnement plus précis de notre part, il n'y a pas d'obligation à participer à ces réunions. Ça faudra bien qu'on le reprécise peut-être aux collègues qui sont engagés. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui on a eu peut-être un tiers des participants qui se sont inscrits physiquement. On a d'autres qui vont participer, mais qui vont intégrer l'expérimentation, mais qui ne vont pas participer à ces réunions. C'est pas un souci. Et on a eu également des personnes qui s'étaient inscrites, qui nous ont précisé par mail qu'elles ne pouvaient pas venir. C'est de l'ordre d'une dizaine de personnes, mais qui du coup demandaient si le replay sera disponible. Et c'est pour ça que la session a pu être enregistrée et qu'elle sera diffusée du coup on va essayer de s'adapter en fait à chacun. C'est effectivement ceux qui peuvent aller plus loin dans l'expérimentation, on les accompagnera autant que nécessaire. Ceux qui seront plus là pour picorer peut-être ou pour avoir quelques instants, aussi, c'est pas un souci. Il y a différents niveaux d'investissement, différents niveaux de besoins aussi. Il y aura pas d'obligation ou de contractualisation entre nous et les individus sur des obligations de performance ou de participation, de taux d'investissement. C'est plutôt effectivement très libre. Ce qu'on essaye, c'est collectivement d'avancer sur la connaissance collective et individuelle de nos mobilités et voir comment on peut peut-être les faire évoluer et comment la data finalement personnelle peut permettre à l'individu de se positionner aussi. C'est ça vraiment l'intérêt. Voilà. Mon propos évidemment était de faire en sorte. Pardon, oui, il y a de l'écho. Mon propos, évidemment, était de faire en sorte que l'expérimentation se passe le mieux possible. Et bon, j'ai essayé de rameuter, enfin, de convaincre le maximum de personnes à l'université. Je connais aussi les réticences ou les difficultés qu'il peut y avoir pour suivre effectivement une expérimentation sur le long terme. Et je pense que le fait qu'on puisse déconnecter la géolocalisation ou le suivi pour d'autres applications serait une information extrêmement importante. J'ai parlé de mon cas personnel, mais j'ai eu des retours de collègues qui m'ont écrit, plusieurs qui m'ont écrit explicitement, si c'est pour être suivi, ça m'intéresse pas. Ouais, tout à fait. Sur ce point précis, je voulais juste vous signaler que on va aussi vous informer sur tous les points de contact que vous aurez avec nous, avec Romain et moi principalement, et qu'à ce titre, votre demande qui est parfaitement légitime, qui part d'une préoccupation normale, c'est quelque chose que nous, on est en capacité de documenter. Et l'idée, c'est que si vous nous faites remonter ça, on va le documenter avec des solutions pour voir quelles sont les applications connectées, quelles sont les conditions, éventuellement comment régler ça. Et on en fera éventuellement une petite fiche dans le wiki que vous pourrez vous-même consulter, mais qui du coup servira aussi à toutes les personnes qui auront la même préoccupation. Et ça nous aidera, nous, derrière, à lever les inquiétudes, a fortiori quand elles sont aussi légitimes que celles que vous formulez ici. Super, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Merci Patrick. à vous. Mais, ce que dit Sylvain est tout à fait juste. Ça fait partie aussi des enseignements de l'expérimentation. C'est à quel point il y a une acceptabilité finalement de la géolocalisation, quel impact ça peut avoir sur l'expérimentation et du coup, nous, quelles sont les solutions que l'on peut trouver à apporter à nos testeurs pour que ce ne soit pas bloquant. S'il y a d'autres effectivement applications qui se mettent en marche, de pouvoir trouver des solutions pour qu'il n'y ait que TraceMob qui collecte, si possible, ces traces et du coup, voilà, que vous puissiez quand même participer et avoir le bénéfice de cette expérimentation-là. Très bien, merci. Merci. Et d'ailleurs, merci beaucoup aussi pour votre mobilisation parce qu'on a eu pas mal d'inscrits de l'Université de La Rochelle. Donc ça, c'est super. Merci beaucoup. Ok. Du coup, aussi, j'invite d'autres personnes qui auraient des questions ou des remarques. N'hésitez pas. On est là pour ça aussi. Sachant qu'on vous informera très très vite des canaux par lesquels vous pourrez nous contacter. Vous pourrez le faire au rythme de vos questions. Donc, si vous en reste sous le coude et si on n'a pas répondu à tout ou que ça revient quand vous regardez le replay, surtout n'hésitez pas à nous contacter, on sera toujours là pour ça. Tout à fait. Je pense que dans un premier temps, il y a la fameuse adresse larochelle@selfdata.org. Donc ça, pour le coup, c'est en marche, c'est tout à fait actif. Donc on reçoit les mails dessus, on va pouvoir vous répondre. Et si d'autres canaux sont mis en place, Sylvain vous tiendra au courant. Bon. Très bien. Du coup, je regarde l'heure, il est 15h03. Si vous n'avez pas de questions ou de remarques, donc il ne nous reste plus qu'à vous remercier chaleureusement de nous avoir rejoints et de nous avoir du coup donné de votre temps.